Raymond prêta l'oreille. De nouveau, et par 2 fois, le bruit se fit entendre, assez net pour qu'on pût le détacher de tous les bruits confus qui formaient le grand silence nocturne, mais si faible qu'elle n'aurait su dire s'il était proche ou lointain, s'il se produisait entre les murs du vaste château ou dehors, parmi les retraites ténébreuses du parc. Doucement, elle se leva. Sa fenêtre était entr'ouverte, elle en écarta les battants. La clarté de la lune reposait sur un calme paysage de pelouses et de bosquets où les ruines éparses de l'ancienne abbaye se découpaient en silhouettes tragiques, colonnes tronquées, ogives incomplètes, ébauches de portiques et lambeaux d'arc-boutants. Un peu d'air flottait à la surface des choses, glissant à travers les rameaux nus et immobiles des arbres, mais agitant les petites feuilles naissantes des massifs. Et soudain, le même bruit. C'était vers sa gauche et au-dessous de l'étage qu'elle habitait, par conséquent dans les salons qui occupaient l'aile occidentale du château. Bien que vaillante et forte, la jeune fille sentit l'angoisse de la peur. Elle passa ses vêtements de nuit et prit les allumettes. « Raymond! Raymond !» Une voix, faible comme un souffle, l'appelait de la chambre voisine, dont la porte n'avait pas été fermée. Elle s'y rendait à tâtons lorsque Suzanne, sa cousine, sortit de cette chambre et s'effondra dans ses bras. « Raymond, c'est toi? Tu as entendu ?»« Oui. Tu ne dors donc pas? Je suppose que c'est le chien qui m'a réveillée. Il y a longtemps, mais il n'aboie plus. Quelle heure peut-il être? » 4 heures environ. Écoute, on marche dans le salon. Il n'y a pas de danger, ton père est là, Suzanne. Mais il y a du danger pour lui. Il couche à côté du petit salon. Monsieur Daval est là aussi. À l'autre bout du château. Comment veux-tu qu'il entende? Elles hésitaient, ne sachant à quoi se résoudre. Appeler, crier au secours, elles n'osaient, tellement le bruit même de leur voix leur semblait redoutable. Mais Suzanne, qui s'était approchée de la fenêtre, étouffa un cri. « Regarde! Un homme près du bassin !» Un homme, en effet, s'éloignait d'un pas rapide. Il portait sous le bras un objet d'assez grande dimension dont elles ne purent discerner la nature et qui, en ballottant contre sa jambe, contrariait sa marche. Elles le virent qui passait près de l'ancienne chapelle et qui se dirigeait vers une petite porte dont le mur était percé. Cette porte devait être ouverte car l'homme disparut subitement et elles n'entendirent point le grincement habituel des gonds. « Il venait du salon » murmura Suzanne. Ah. L'escalier et le vestibule l'auraient conduit bien plus à gauche. À moins que... Une même idée les secoua. Elles se penchèrent. Au-dessous d'elles, une échelle était dressée contre la façade et s'appuyait au premier étage. Une lueur éclairait le balcon de pierre. Et un autre homme qui portait aussi quelque chose enjamba ce balcon, se laissa glisser le long de l'échelle et s'enfuit par le même chemin. Suzanne, épouvantée, sans force, tomba à genoux, balbutiant. « Appelons! Appelons au secours !» Qui viendrait, ton père? S'il y a d'autres hommes, mais qu'on se jette sur lui. On pourrait avertir les domestiques. Ta sonnette communique avec leur étage. Oui. Peut-être c'est une idée. Prouver qu'ils arrivent à temps. Raymond chercha près de son lit la sonnerie électrique et la pressa du doigt. Un timbre en haut vibra et elles eurent l'impression que d'en bas, on avait dû en percevoir le son distinct. Elles attendirent. Le silence devenait effrayant et la brise elle-même n'agitait plus les feuilles des arbustes. « J'ai peur, » répétait Suzanne. Et tout à coup, dans la nuit profonde, au-dessous d'elle, le bruit d'une lutte, un fracas de meubles bousculés, des exclamations, puis, horrible, sinistre, un gémissement rauque, le râle d'un être qu'on égorge. Raymond bondit vers la porte. Suzanne s'accrocha désespérément à son bras. « Non, ne me laisse pas, j'ai peur !» Raymond la repoussa et s'élança dans le corridor, bientôt suivi de Suzanne qui chancelait d'un mur à l'autre en poussant des cris. Elle parvint à l'escalier, dégringola de marche en marche, se précipita sur la grande porte du salon et s'arrêta net, clouée au seuil, tandis que Suzanne s'affaissait à ses côtés. En face d'elle, à 3 pas, il y avait un homme qui tenait à la main une lanterne. D'un geste, il la dirigea sur les 2 jeunes filles, les aveuglant de lumière, regarda longuement leur visage, puis, sans se presser, avec les mouvements les plus calmes du monde, il prit sa casquette, ramassa un chiffon de papier et 2 brins de paille, effaça des traces sur le tapis, s'approcha du balcon, se retourna vers les jeunes filles, les salua profondément et disparut.
La première, Suzanne courut au petit boudoir qui séparait le grand salon de la chambre de son père. Mais dès l'entrée, un spectacle affreux la terrifia. À la lueur oblique de la lune, on apercevait à terre 2 corps inanimés, couchés l'un près de l'autre. « Père, c'est toi? Qu'est-ce que tu as ?» s'écria-t-elle affolée, penchée sur l'un d'eux. Au bout d'un instant, le comte de Gesvres remua. D'une voix brisée, il dit « Ne crains rien, je ne suis pas blessé. Et Daval, est-ce qu'il vit? Le couteau! » À ce moment, 2 domestiques arrivaient avec des bougies. Raymond se jeta devant l'autre corps et reconnut Jean Daval, le secrétaire et l'homme de confiance du comte. Sa figure avait déjà la pâleur de la mort. Alors elle se leva, revint au salon, prit au milieu d'une panoplie accrochée au mur un fusil qu'elle savait charger et passa sur le balcon. Il n'y avait certes pas plus de 50 à 60 secondes que l'individu avait mis le pied sur la première barre de l'échelle. Il ne pouvait donc être bien loin d'ici, d'autant plus qu'il avait eu la précaution de déplacer l'échelle pour qu'on ne pût s'en servir. Elle l'aperçut bientôt, en effet, qui longeait les débris de l'ancien cloître. Elle épaula, visa tranquillement et fit feu. L'homme tomba. « Ça y est, proféra l'un des domestiques. On tient celui-là. » Non, Victor. Il se relève. Descendez l'escalier et filez sur la petite porte. Il ne peut se sauver que par là. Victor se hâta, mais avant même qu'il ne fût dans le parc, l'homme était retombé. Raymond appela l'autre domestique. Albert, vous le voyez là-bas? Près de la grande arcade? Oui, il rampe dans l'herbe. Il est fichu. Surveillez-le d'ici. Pas moyen qu'il échappe. À droite d'Erwin, c'est la pelouse découverte. Et Victor garde la porte à gauche. Dit-elle en reprenant son fusil. N'y allez pas, mademoiselle. Si. Dit-elle, l'accent résolu, les gestes saccadés. Laissez-moi. Il me reste une cartouche. S'il bouge... Elle sortit. Un instant après, Albert la vit qui se dirigeait vers les ruines. Il lui cria de la fenêtre « Il s'est traîné derrière l'arcade. Je ne le vois plus. Attention, mademoiselle. » Raymond fit le tour de l'ancien cloître pour couper toute retraite à l'homme, et bientôt Albert la perdit de vue. Au bout de quelques minutes, ne la revoyant pas, il s'inquiéta, et, tout en surveillant les ruines, au lieu de descendre par l'escalier, il s'efforça d'atteindre l'échelle. Quand il y eut réussi, il descendit rapidement et courut droit à l'arcade près de laquelle l'homme lui était apparu pour la dernière fois. 30 pas plus loin, il trouva Raymond, qui cherchait Victor. Eh bien, fit-il. Impossible de mettre la main dessus, dit Victor. La petite porte? J'en viens, voici la clé. Pourtant, il faut bien... Oh, son affaire est sûre. D'ici 10 minutes, il est à nous, le bandit. Le fermier et son fils, réveillés par le coup de fusil, arrivaient de la ferme dont les bâtiments s'élevaient assez loin sur la droite, mais dans l'enceinte des murs. Ils n'avaient rencontré personne. Parbleu, non, fit Albert. Le gredin n'a pas pu quitter les ruines. On le dénichera au fond de quelques trous. Ils organisèrent une battue méthodique, fouillant chaque buisson, écartant les lourdes traînes de lierre enroulées autour du fût des colonnes. On s'assura que la chapelle était bien fermée et qu'aucun des vitraux n'était brisé. On contourna le cloître, on visita tous les coins et recoins, les recherches furent vaines. Une seule découverte, à l'endroit même où l'homme s'était abattu, blessé par Raymond, on ramassa une casquette de chauffeur en cuir fauve. Sauf cela, rien. À 6 heures du matin, la gendarmerie d'Ouville-la-Rivière était prévenue et se rendait sur les lieux, après avoir envoyé par express au parquet de Dieppe une petite note relatant les circonstances du crime, la capture imminente du principal coupable, la découverte de son couvre-chef et du poignard avec lequel il avait perpétré son forfait. À 10 heures, 2 autos descendaient la pente légère qui aboutit au château. L'une, vénérable calèche, contenait le substitut du procureur et le juge d'instruction accompagné de son greffier. Dans l'autre, modeste cabriolet, avaient pris place 2 jeunes reporters représentant le journal de Rouen et une grande feuille parisienne. Le vieux château apparut. Jadis demeure abbatiale des prieurs d'Andrumésie, mutilé par la Révolution, restauré par le comte de Gesvres auquel il appartient depuis 20 ans, il comprend un corps de logis que surmonte un pinacle où veille une horloge, et 2 ailes dont chacune est enveloppée d'un perron à balustrade de pierre. Par-dessus les murs du parc, et au-delà du plateau que soutiennent les hautes falaises normandes, on aperçoit entre les villages de Sainte-Marguerite et de Varangeville la ligne bleue de la mer. Là vivait le comte de Gesvres avec sa fille Suzanne, jolie et frêle créature aux cheveux blonds, et sa nièce Raymonde de Saint-Véran, qu'il avait recueillie 2 ans auparavant, lorsque la mort simultanée de son père et de sa mère laissa Raymonde orpheline. L'existence était calme et régulière au château. Quelques voisins y venaient de temps à autre. L'été, le comte menait les 2 jeunes filles presque chaque jour à Dieppe.
Lui, c'était un homme de taille élevée, de belle figure grave, aux cheveux grisonnants. Très riche, il gérait lui-même sa fortune et surveillait ses propriétés avec l'aide de son secrétaire Jean Daval. Dès l'entrée, le juge d'instruction recueillit les premières constatations du brigadier de gendarmerie Quevillon. La capture du coupable, toujours imminente d'ailleurs, n'était pas encore effectuée, mais on tenait toutes les issues du parc. Une évasion était impossible. La petite troupe traversa ensuite la salle capitulaire et le réfectoire situé au rez-de-chaussée et gagna le premier étage. Aussitôt, l'ordre parfait du salon fut remarqué. Pas un meuble, pas un bibelot qui ne parussent occuper leur place habituelle, et pas un vide parmi ces meubles et ces bibelots. À droite et à gauche étaient suspendues de magnifiques tapisseries flamandes à personnages. Au fond, sur les panneaux, 4 belles toiles, dans leur cadre du temps, représentaient des scènes mythologiques. C'étaient les célèbres tableaux de Rubens, légués au comte de Gesvres, ainsi que les tapisseries de Flandre, par son oncle maternel, le marquis de Bobadilla, grand d'Espagne. M. Filleul, le juge d'instruction, observa. Si le vol fut le mobile du crime, ce salon, en tout cas, n'en a pas été l'objet. Qui sait, fit le substitut qui parlait peu, mais toujours dans un sens contraire aux opinions du juge. Voyons, cher monsieur, le premier soin d'un voleur eût été de déménager ces tapisseries et ces tableaux dont la renommée est universelle. Peut-être n'en a-t-on pas eu le loisir? Est-ce que nous allons savoir? À ce moment, le comte de Gesvres entra, suivi du médecin. Le comte, qui ne semblait pas se ressentir de l'agression dont il avait été victime, souhaita la bienvenue aux 2 magistrats, puis il ouvrit la porte du boudoir. La pièce, où personne n'avait pénétré depuis le crime, sauf le docteur, offrait à l'encontre du salon le plus grand désordre. 2 chaises étaient renversées, une des tables démolie, et plusieurs autres objets, une pendule de voyage, un classeur, une boîte de papier à lettres, gisaient à terre. Et il y avait du sang à certaines des feuilles blanches éparpillées. Le médecin écarta le drap qui cachait le cadavre. Jean Daval, habillé de ses vêtements ordinaires de velours et chaussé de bottines ferrées, était étendu sur le dos, un de ses bras replié sous lui. On avait ouvert sa chemise, et l'on apercevait une large blessure qui trouait sa poitrine. La mort a dû être instantanée, déclara le docteur. Un coup de couteau a suffi. C'est sans doute, dit le juge, le couteau que j'ai vu sur la cheminée du salon, près d'une casquette de cuir. Oui, certifia le comte de Gesvres. Le couteau fut ramassé ici même. Il provient de la panoplie du salon d'où ma nièce, mademoiselle de Saint-Véran, arracha le fusil. Quant à la casquette de chauffeur, c'est évidemment celle du meurtrier. M. Filleul étudia encore certains détails de la pièce, adressa quelques questions au docteur, puis pria M. de Gesvres de lui faire le récit de ce qu'il avait vu et de ce qu'il savait. C'est Jean Daval qui m'a réveillé. Je dormais mal d'ailleurs, avec des éclairs de lucidité où j'avais l'impression d'entendre des pas, quand tout à coup, en ouvrant les yeux, je l'aperçus au pied de mon lit, sa bougie à la main, et tout habillé, comme il est actuellement, car il travaillait souvent très tard dans la nuit. Il semblait fort agité, et il me dit à voix basse, « Il y a des gens dans le salon. » En effet, je perçus du bruit. Je me levai et j'entrebâillai doucement la porte de ce boudoir. Au même instant, cette autre porte qui donne sur le grand salon était poussée et un homme apparaissait qui bondit sur moi et m'étourdit d'un coup de poing à la tempe. Je vous raconte cela sans aucun détail, monsieur le juge d'instruction, pour cette raison que je ne me souviens que des faits principaux et que ces faits se sont passés avec une extraordinaire rapidité. Et après? Oh, après, je ne sais plus. Quand je suis revenu à bois, Daval était étendu, mortellement frappé. À première vue, vous ne soupçonnez personne? Personne. Vous n'avez aucun ennemi? Je ne m'en connais pas. Monsieur Daval n'en avait pas non plus? Daval? Un ennemi? C'était la meilleure créature qui fût. Depuis 20 ans que Jean Daval était mon secrétaire, et je puis le dire, mon confident, je n'ai jamais vu autour de lui que des sympathies et des amitiés. Pourtant, il y a eu escalade, il y a eu meurtre. Il faut bien un motif à cela. Le motif, monsieur, le vol, purement et simplement. On vous a donc volé quelque chose? Rien. Alors? Alors, si on n'a rien volé, s'il ne manquait rien, on a du moins apporté quelque chose. Quoi? Je l'ignore. Mais ma fille et ma nièce vous diront en toute certitude qu'elles ont vu successivement 2 hommes traverser le parc et que ces 2 hommes portaient d'assez volumineux fardeaux. Ces demoiselles ont rêvé, je serais tenté de le croire, car depuis ce matin je m'épuise en recherche et en suppositions. Mais il est aisé de les interroger. On fit venir les 2 cousines dans le grand salon. Suzanne, toute pâle et tremblante encore, pouvait à peine parler. Raymonde, plus énergique et plus virile, plus belle aussi avec l'éclat doré de ses yeux bruns,
raconta les événements de la nuit et la part qu'elle y avait prise. De sorte, mademoiselle, que votre déposition est catégorique. Absolument. Les deux hommes qui traversaient le parc emportaient des objets. Le troisième? Il est parti d'ici les mains vides. Pourriez-vous nous donner son signalement? Et il n'a cessé de nous éblouir avec sa lanterne, tout au plus dirais-je qu'il est grand et lourd d'aspect. Est-ce ainsi qu'il vous est apparu, mademoiselle? Demanda le juge à Suzanne de Gesvres. Oui, ou plutôt non. Fit Suzanne en réfléchissant. Moi, je l'ai vu de taille moyenne et mince. Monsieur Filleul sourit, habitué aux divergences d'opinion et de vision chez les témoins d'un même fait. Nous voici donc en présence d'une part d'un individu, celui du salon, qui est à la fois grand et petit, gros et mince, et de l'autre de deux individus, ceux du parc, que l'on accuse d'avoir enlevé de ce salon des objets qui s'y trouvent encore. Monsieur Filleul était un juge de l'école ironiste, comme il le disait lui-même. C'était aussi un juge qui ne détestait point la galerie, ni les occasions de montrer au public son savoir-faire, ainsi que l'attestait le nombre croissant des personnes qui se pressaient dans le salon. Aux journalistes s'étaient joints le fermier et son fils, le jardinier et sa femme, puis le personnel du château, puis les deux chauffeurs qui avaient amené les voitures de Dieppe. Il reprit: Il s'agirait aussi de se mettre d'accord sur la façon dont a disparu ce troisième personnage. Vous avez tiré avec ce fusil, mademoiselle, et de cette fenêtre. Oui, l'homme atteignait la pierre tombale presque enfouie sous les ronces à gauche du cloître. Mais il s'est relevé? À moitié seulement. Victor est aussitôt descendu pour garder la petite porte, et je l'ai suivi, laissant ici en observation notre domestique Albert. Albert, à son tour, fit sa déposition, et le juge conclut: Par conséquent, d'après vous, le blessé n'a pu s'enfuir par la gauche, puisque votre camarade surveillait la porte, ni par la droite, puisque vous l'auriez vu traverser la pelouse. Donc, logiquement, il est à l'heure actuelle dans l'espace relativement restreint que nous avons sous les yeux. C'est ma conviction. Est-ce la vôtre, mademoiselle? Oui. Et la mienne aussi, fit Victor. Le substitut du procureur s'écria d'un ton narquois: Le champ des investigations est étroit. Il n'y a qu'à continuer les recherches commencées depuis 4 heures. Peut-être serons-nous plus heureux. Monsieur Filleul prit sur la cheminée la casquette en cuir, l'examina, et appelant le brigadier de gendarmerie, lui dit à part: Brigadier, envoyez immédiatement un de vos hommes à Dieppe, chez le chapelier Maigret, et que monsieur Maigret nous dise, si possible, à qui fut vendue cette casquette. Le champ des investigations, selon le mot du substitut, se limitait à l'espace compris entre le château, la pelouse de droite, et l'angle formé par le mur de gauche et par le mur opposé au château, c'est-à-dire un quadrilatère d'environ 100 mètres de côté, où surgissaient çà et là les ruines d'Ambrumésie, le monastère si célèbre au Moyen-Âge. Tout de suite, dans l'herbe foulée, on nota le passage du fugitif. À 2 endroits, des traces de sang noirci, presque desséchées, furent observées. Après le tournant de l'arcade, qui marquait l'extrémité du cloître, il n'y avait plus rien. La nature du sol, tapissé d'aiguilles de pin, ne se prêtant plus à l'empreinte d'un corps. Mais alors, comment le blessé aurait-il pu échapper au regard de la jeune fille, de Victor et d'Albert? Quelques fourrés que les domestiques et les gendarmes avaient battus, quelques pierres tombales sous lesquelles on avait exploré, et c'était tout. Le juge d'instruction se fit ouvrir par le jardinier, qui en avait la clé, la chapelle Dieu, véritable bijou de sculpture que le temps et les révolutions avaient respecté, et qui fut toujours considéré, avec les fines ciselures de son porche et le menu peuple de ses statuettes, comme une des merveilles du style gothique normand. La chapelle, très simple à l'intérieur, sans autre ornement que son autel de marbre, n'offrait aucun refuge. D'ailleurs, il eût fallu s'y introduire. Par quels moyens? L'inspection aboutissait à la petite porte qui servait d'entrée aux visiteurs des ruines. Elle donnait sur un chemin creux resserré entre l'enceinte et un bois taillis où se voyaient des carrières abandonnées. Monsieur Filleul se pencha. La poussière du chemin présentait des marques de pneumatiques à bandage antidérapant. De fait, Raymond et Victor avaient cru entendre, après le coup de fusil, le halètement d'une auto. Le juge d'instruction insinua: Le blessé aura rejoint ses complices. Impossible, s'écria Victor. Mais j'étais là alors que mademoiselle et Albert ne percevaient encore. Enfin quoi, il faut pourtant bien qu'il soit quelque part. Dehors ou dedans, nous n'avons pas le choix. Il est ici, dirent les domestiques avec obstination. Le juge haussa les épaules et s'en retourna vers le château, assez morose. Décidément, l'affaire s'annonçait mal. Un vol où rien n'était volé, un prisonnier invisible, il n'y avait pas de quoi se réjouir. Il était tard. Monsieur de Gesvres pria les magistrats à déjeuner, ainsi que les 2 journalistes. On mangea silencieusement, puis Monsieur Filleul retourna dans le salon, où il interrogea les domestiques.
Mais le trot d'un cheval résonna du côté de la cour, et un instant après, le gendarme que l'on avait envoyé à Dieppe entra. Eh bien, vous avez vu le chapelier? S'écria le juge, impatient d'obtenir un renseignement. La casquette a été vendue à un chauffeur. Un chauffeur? Oui, un chauffeur qui s'est arrêté avec sa voiture devant le magasin et qui a demandé si on pouvait lui fournir pour l'un de ses clients une casquette de chauffeur en cuir jaune. Il restait celle-là, il a payé sans même s'occuper de la pointure et il est parti. Il était très pressé. Quelle sorte de voiture? Un coupé à 4 places. Et quel jour était-ce? Quel jour? Mais ce matin. Ce matin, qu'est-ce que vous me chantez là? La casquette a été achetée ce matin. Mais c'est impossible, puisqu'elle a été trouvée cette nuit dans le parc. Pour cela, il fallait qu'elle y fût, et par conséquent qu'elle eût été achetée auparavant. Ce matin, le chapelier me l'a dit. Il y eut un moment d'effarement. Le juge d'instruction, stupéfait, tâcha de comprendre. Soudain, il sursauta, frappé d'un coup de lumière. Qu'on amène le chauffeur qui nous a conduits ce matin. Le brigadier de gendarmerie et son subordonné coururent en hâte vers les écuries. Au bout de quelques minutes, le brigadier revenait seul. Le chauffeur? Il s'est fait servir à la cuisine, il a déjeuné et puis... il a filé. Avec sa voiture? Non, sous prétexte d'aller voir un de ses parents à Ouville, il a emprunté la bicyclette du palefrenier. Voici son chapeau et son paletot. S'il n'est pas parti tête nue. Et il a tiré de sa poche une casquette et il l'a mise. Une casquette? Oui, en cuir jaune, paraît-il. En cuir jaune? Mais non, puisque la voilà. En effet, monsieur le juge d'instruction, mais la sienne est pareille. Le substitut eut un léger ricanement. Très drôle, très amusant. Il y a 2 casquettes. L'une, qui était la véritable et qui constituait notre seule pièce à conviction, est partie sur la tête du pseudo-chauffeur. L'autre, la fausse, vous l'avez entre les mains. Ah, le brave homme nous a proprement roulé. Qu'on le rattrape, qu'on le ramène. Cria M. Filleul. Brigadier Quevillon, 2 de vos hommes à cheval et au galop. Il est loin, Dit le substitut. Si loin qu'il soit, il faudra bien qu'on mette la main sur lui. je l'espère. Mais je crois, monsieur le juge d'instruction, que nos efforts doivent surtout se concentrer ici. Veuillez lire ce papier que je viens de trouver dans les poches du manteau. Quel manteau? Celui du chauffeur. Et le substitut du procureur tendit à M. Filleul un papier plié en 4, où se lisaient ces quelques mots tracés au crayon d'une écriture un peu vulgaire. « Malheur à la demoiselle si elle a tué le patron ». Incident causa une certaine émotion. « À bon entendeur. Salut. Nous sommes avertis. » murmura le substitut. « Monsieur le comte, Reprit le juge d'instruction. je vous supplie de ne pas vous inquiéter. Vous non plus, mademoiselle. Cette menace n'a aucune importance, puisque la justice assure les lieux. Toutes les précautions seront prises. Je réponds de votre sécurité. Quant à vous, messieurs, Ajouta-t-il en se tournant vers les 2 reporters, je compte sur votre discrétion. C'est grâce à ma complaisance que vous avez assisté à cette enquête, et ce serait mal me récompenser. il s'interrompit comme si une idée le frappait, regarda les 2 jeunes gens tour à tour et s'approcha de l'un d'eux. À quel journal êtes-vous attaché? Au journal de Rouen. Vous avez une carte d'identité? La voici. Le document était en règle, il n'y avait rien à dire. Monsieur Filleul interpella l'autre reporter. Et vous, monsieur? Moi? Oui, vous. Je vous demande à quelle rédaction vous appartenez. Mon Dieu, monsieur le juge d'instruction, j'écris dans plusieurs journaux. Votre carte d'identité? Je n'en ai pas. Ah, et comment se fait-il? Pour qu'un journal vous délivre une carte, il faut y écrire de façon suivie. Eh bien, je ne suis que collaborateur occasionnel. J'envoie de droite et de gauche des articles qui sont publiés ou refusés selon les circonstances. en ce cas, votre nom, vos papiers. Mon nom ne vous apprendrait rien. Quant à mes papiers, je n'en ai pas. Vous n'avez pas un papier quelconque faisant foi de votre profession. Je n'ai pas de profession. Mais enfin, monsieur, S'écria le juge avec une certaine brusquerie. vous ne prétendez cependant pas garder l'incognito après vous être introduit ici par ruse et avoir surpris les secrets de la justice. Je vous prierai de remarquer, monsieur le juge d'instruction, que vous ne m'avez rien demandé quand je suis venu et que par conséquent je n'avais rien à dire. En outre, il ne m'a pas semblé que l'enquête fût secrète puisque tout le monde y assistait, même un des coupables. Il parlait doucement, d'un ton de politesse infinie. C'était un tout jeune homme, très grand et très mince, vêtu d'un pantalon trop court et d'une jaquette trop étroite. Il avait une figure rose de jeune fille, un front large planté de cheveux en brosse et une barbe blonde mal taillée. Ses yeux brillaient d'intelligence. Il ne semblait nullement embarrassé et souriait d'un sourire sympathique où il n'y avait pas trace d'ironie. M. Filleul l'observait avec une défiance agressive. Les 2 gendarmes s'avancèrent. Le jeune homme s'écria gaiement. Monsieur le juge d'instruction, il est clair que vous me soupçonnez d'être un des complices.
Mais s'il en était ainsi, ne me serais-je point esquivé au bon moment selon l'exemple de mon camarade? Vous désespérez. Tout espoir eût été absurde. Réfléchissez, monsieur le juge d'instruction, et vous conviendrez qu'en bonne logique... Monsieur Filleul le regarda droit dans les yeux et sèchement... Assez de plaisanterie. Votre nom? Isidore Beautrelet. Votre profession? Élève de rhétorique au lycée Janson de Sailly. Monsieur Filleul le regarda dans les yeux et sèchement... Que me chantez-vous là? Élève de rhétorique. Au lycée Janson, rue de la Pompe, numéro... Ah, ça! Mais... s'exclama Monsieur Filleul. Vous vous moquez de moi. Il ne faudrait pas que ce petit jeu se prolongeât. Je vous avoue, monsieur le juge d'instruction, que votre surprise m'étonne. Qu'est-ce qui s'oppose à ce que je sois élève au lycée Janson? Ma barbe, peut-être? Rassurez-vous, ma barbe est fausse. Isidore Beautrelet arracha les quelques boucles qui ornaient son menton, et son visage imberbe parut plus juvénile encore et plus rose, un vrai visage de lycéen. Et tandis qu'un rire d'enfant découvrait ses dents blanches... Êtes-vous convaincu maintenant? Et vous faut-il encore des preuves? Tenez, et lisez sur ces lettres de mon père. L'adresse, Monsieur Isidore Beautrelet, interne au lycée Janson de Sailly. Convaincu ou non, Monsieur Filleul n'avait point l'air de trouver l'histoire à son goût. Il demanda d'un ton bourru... Que faites-vous ici? Mais... je m'instruis. Il y a des lycées pour cela, le vôtre. Vous oubliez, monsieur le juge d'instruction, qu'aujourd'hui, 23 avril, nous sommes en pleine vacances de Pâques. Eh bien, j'ai toute liberté d'employer ces vacances à ma guise. Votre père? Mon père habite loin au fond de la Savoie et c'est lui-même qui m'a conseillé un petit voyage sur les côtes de la Manche. Avec une fausse barbe? Oh, ça non. L'idée est de moi. Au lycée, nous parlons beaucoup d'aventures mystérieuses, nous lisons des romans policiers où l'on se déguise, nous imaginons des tas de choses compliquées et terribles. Alors j'ai voulu m'amuser et j'ai mis une fausse barbe. En outre, j'avais l'avantage qu'on me prenait au sérieux et je me faisais passer pour un reporter parisien. C'est ainsi qu'hier soir, après plus d'une semaine insignifiante, j'ai eu le plaisir de connaître mon confrère de Rouen et que ce matin, ayant appris l'affaire d'Ambrumésie, il m'a proposé fort aimablement de l'accompagner et de louer une voiture de compte admis. Isidore Beautrelet disait tout cela avec une simplicité franche, un peu naïve et dont il n'était point possible de ne pas sentir le charme. Monsieur Filleul lui-même, tout en se tenant sur une réserve défiante, se plaisait à l'écouter. Il lui demanda d'un ton moins bourru: Et vous êtes content de votre expédition? Ravi. Je n'avais jamais assisté à une affaire de ce genre et celle-ci ne manque pas d'intérêt. Ni de ces complications mystérieuses que vous privez si fort. Et qui sont si passionnantes, monsieur le juge d'instruction. Je ne connais pas d'émotion plus grande que de voir tous les faits qui sortent de l'ombre, qui se groupent les uns contre les autres et qui forment peu à peu la vérité probable. La vérité probable? Comme vous y allez, jeune homme. Est-ce à dire que vous avez déjà prête votre petite solution de l'énigme? Oh non, repartit Beautrelet en riant. Seulement, il me semble qu'il y a certains points où il n'est pas impossible de se faire une opinion, et d'autres, même, tellement précis qu'il suffit de conclure. Mais cela devient très curieux, et je vais enfin savoir quelque chose, car je vous le confesse à ma grande honte, c'est rien. C'est que vous n'avez pas eu le temps de réfléchir, monsieur le juge d'instruction. L'essentiel est de réfléchir. Il est si rare que les faits ne portent pas en eux-mêmes leur explication. N'est-ce pas votre avis? En tout cas, je n'en ai pas constaté d'autres que ceux qui sont consignés au procès-verbal. À merveille. De sorte que si je vous demandais quels furent les objets volés dans ce salon... Je vous répondrais que je les connais. Bravo! Monsieur en sait plus long là-dessus que le propriétaire lui-même. Monsieur de Gesvres a son compte, Monsieur Beautrelet n'a pas le sien. Il lui manque une bibliothèque et une statue grandeur nature que personne n'avait jamais remarquée. Si je vous demandais le nom du meurtrier... Je vous répondrai également que je le connais. Il y eut un sursaut chez tous les assistants. Le substitut et le journaliste se rapprochèrent. Monsieur de Gesvres et les deux jeunes filles écoutaient attentivement, impressionnés par l'assurance tranquille de Beautrelet. Vous connaissez le nom du meurtrier? Oui. Et l'endroit où il se trouve, peut-être? Oui. Monsieur Filleul se frotta les mains. Quelle chance! Cette capture sera l'honneur de ma carrière. Et vous pouvez dès maintenant me faire ces révélations foudroyantes? Dès maintenant? Oui. Ou bien, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, dans 1 heure ou 2, lorsque j'aurai assisté jusqu'au bout à l'enquête que vous poursuivez. Non. Tout de suite, jeune homme. À ce moment, Raymond de Saint-Véran, qui depuis le début de cette scène n'avait pas quitté du regard Isidore Beautrelet, s'avança vers Monsieur Filleul. Monsieur le juge d'instruction. Que désirez-vous, mademoiselle?
2 ou 3 secondes, elle hésita, les yeux fixés sur Beautrelet, puis s'adressant à M. Filleul: Je vous prierai de demander à monsieur la raison pour laquelle il se promenait hier dans le chemin creux qui aboutit à la petite porte. Ce fut un coup de théâtre. Isidore Beautrelet parut interloqué. Moi? Mademoiselle? Moi, vous m'avez vu hier? Raymonde resta pensive, les yeux toujours attachés à Beautrelet, comme si elle cherchait à bien établir en elle sa conviction. Et elle prononça d'un ton posé: J'ai rencontré dans le chemin creux, à 4 heures de l'après-midi, alors que je traversais le bois, un jeune homme de la taille de monsieur, habillé comme lui, et qui portait la barbe taillée comme la sienne. Et j'eus l'impression qu'il cherchait à se dissimuler. Et c'était moi? Il me serait impossible de l'affirmer d'une façon absolue, car mon souvenir est un peu vague. Cependant, il me semble bien. Sinon, la ressemblance serait étrange. M. Filleul était perplexe. Déjà dupé par l'un des complices, allait-il se laisser jouer par ce soi-disant collégien? Qu'avez-vous à répondre, monsieur? Que mademoiselle se trompe et qu'il m'est facile de le démontrer. Hier, à cette heure, j'étais à Veule. Il faudra le prouver, il le faudra. En tout cas, la situation n'est plus la même. Brigadier, l'un de vos hommes tiendra compagnie à monsieur. Le visage d'Isidore Beautrelet marqua une vive contrariété. Ce sera long. Le temps de réunir les informations nécessaires. Monsieur le juge d'instruction, je vous supplie de les réunir avec le plus de célérité et de discrétion possible. Pourquoi? Mon père est vieux. Nous nous aimons beaucoup et je ne voudrais pas qu'il eût de la peine par moi. Le ton larmoyant de la voix déplut à M. Filleul. Ça sentait la scène de mélodrame. Néanmoins, il promit: Ce soir, demain ou plus tard, je saurai à quoi m'en tenir. L'après-midi s'avançait. Le juge retourna dans les ruines du cloître, en ayant soin d'en interdire l'entrée à tous les curieux, et patiemment, avec méthode, divisant le terrain en parcelles successivement étudiées, il dirigea lui-même les investigations. Mais à la fin du jour, il n'était guère plus avancé, et il déclara devant une armée de reporters qui avait envahi le château: Messieurs, tout nous laisse supposer que le blessé est là, à la portée de notre main. Tout, sauf la réalité des faits. Donc, à notre humble avis, il a dû s'échapper. Et c'est dehors que nous le trouverons. Par précaution, cependant, il organisa, d'accord avec le brigadier, la surveillance du parc. Et après un nouvel examen des 2 salons et une visite complète du château, après s'être entouré de tous les renseignements nécessaires, il reprit la route de Dieppe en compagnie du substitut. La nuit vint. Le boudoir devant rester clos, on avait transporté le cadavre de Jean Daval dans une autre pièce. 2 femmes du pays le veillaient, secondées par Suzanne et Raymonde. En bas, sous l'œil attentif du garde champêtre que l'on avait attaché à sa personne, le jeune Isidore Beautrelet sommeillait sur le banc de l'ancien oratoire. Dehors, les gendarmes, le fermier et une douzaine de paysans s'étaient postés parmi les ruines et le long des murs. Jusqu'à 11h, tout fut tranquille, mais à 11h10, un coup de feu retentit de l'autre côté du château. « Attention » hurla le brigadier. « Que 2 des hommes restent ici, Fossier et Le Canut, les autres au pas de course !» Tous ils s'élancèrent et doublèrent le château par la gauche. Dans l'ombre, une silhouette s'esquiva. Puis tout de suite, un second coup de feu les attira plus loin, presque aux limites de la ferme. Et soudain, comme ils arrivaient en troupe à la haie qui borde le verger, une flamme jaillit à droite de la maison réservée aux fermiers, et d'autres flammes aussitôt s'élevèrent en colonne épaisse. C'était une grange qui brûlait, bourrée de paille jusqu'à son faîte. « Les coquins » cria le brigadier. « Quévillon, c'est eux qui ont mis le feu. Sautons dessus, les enfants, ils ne peuvent pas être loin. » Mais la brise courbant les flammes vers le corps de logis, avant tout il fallut parer au danger. Ils s'y employèrent tous avec d'autant plus d'ardeur que M. de Gesvres, accouru sur le lieu du sinistre, les encouragea par la promesse d'une récompense. Quand on se fut rendu maître de l'incendie, il était 2h du matin. Toute poursuite eût été vaine. « Nous verrons cela au grand jour, » dit le brigadier. « Pour sûr, elles ont laissé des traces. On les retrouvera. » Et je ne serais pas fâché, ajouta M. de Gesvres, de savoir la raison de cette attaque. Mettre le feu à des bottes de paille me paraît bien inutile. Venez avec moi, monsieur le comte. La raison, je vais peut-être vous la dire. Ensemble, ils arrivaient aux ruines du cloître. Le brigadier appela « Le Canut, Fossier !» D'autres gendarmes cherchaient déjà leurs camarades laissés en faction. On finit par les découvrir à l'entrée de la petite porte. Ils étaient étendus à terre, ficelés, bâillonnés, un bandeau sur les yeux. « Monsieur le comte,
murmura le brigadier tandis qu'on les délivrait. Nous avons été joués comme des enfants. En quoi? Les coups de feu, l'attaque, l'incendie, tout cela des blagues pour nous attirer là-bas. Une diversion. Pendant ce temps, on ligotait nos 2 hommes et l'affaire était faite. Mais quelle affaire? L'enlèvement du blessé, parbleu. Allons donc, vous croyez? Si je crois, c'est la vérité certaine. Voilà bien 10 minutes que l'idée m'en est venue. Mais je ne suis qu'un imbécile de ne pas y avoir pensé plus tôt. On les aurait tous pincés. Quevillon frappa du pied dans un subit accès de rage. Mais où, sacré-dié? Par où sont-ils passés? Par où l'ont-ils enlevé? Et lui, gredin, où se cachait-il? Car enfin quoi, on a battu le terrain toute la journée, et un individu ne se cache pas dans une touffe d'herbe, surtout quand il est blessé. C'est de la magie, ces histoires-là. Le brigadier Quevillon n'était pas au bout de ses étonnements. À l'aube, quand on pénétra dans l'oratoire qui servait de cellule au jeune Beautrelet, on constata que le jeune Beautrelet avait disparu. Sur une chaise courbée dormait le garde champêtre. À côté de lui, il y avait une carafe et 2 verres. Au fond de l'un de ces verres, on apercevait un peu de poudre blanche. Après un examen, il fut prouvé d'abord que Beautrelet avait administré un narcotique au garde champêtre, qu'il n'avait pu s'échapper que par une fenêtre située à 2,50 mètres de hauteur, et enfin, détail charmant, qu'il n'avait pu atteindre cette fenêtre qu'en utilisant comme marchepied le dos de son gardien. Isidore Beautrelet, élève de rhétorique. Extrait du Grand Journal. Nouvelle de la nuit. Enlèvement du docteur Delattre, un coup d'une audace folle. Au moment de mettre sous presse, on nous apporte une nouvelle dont nous n'osons pas garantir l'authenticité, tellement elle nous paraît invraisemblable. Nous la donnons donc sous toute réserve. Hier soir, le docteur Delattre, le célèbre chirurgien, assistait avec sa femme et sa fille à la représentation d'Hernani à la Comédie Française. Au début du 3e acte, c'est-à-dire vers 10 heures, la porte de sa loge s'ouvrit. Un monsieur, que 2 autres accompagnaient, se pencha vers le docteur et lui dit assez haut pour que Madame Delattre entendît: « Docteur, j'ai une mission des plus pénibles à remplir et je vous serais très reconnaissant de me faciliter ma tâche. » « Qui êtes-vous, monsieur ? Monsieur Thézard, commissaire de police, et j'ai ordre de vous conduire auprès de monsieur Dudouis à la préfecture. Mais enfin, pas un mot, docteur, je vous en supplie, pas un geste. Il y a là une erreur lamentable, et c'est pourquoi nous devons agir en silence et n'attirer l'attention de personne. Avant la fin de la représentation, vous serez de retour, je n'en doute pas. » Le docteur se leva et suivit le commissaire. À la fin de la représentation, il n'était pas revenu. Très inquiète, Madame Delattre se rendit au commissariat de police. Elle y trouva le véritable monsieur Thézard et reconnut à son grand effroi que l'individu qui avait emmené son mari n'était qu'un imposteur. Les premières recherches ont révélé que le docteur était monté dans une automobile et que cette automobile s'était éloignée dans la direction de la Concorde. Notre seconde édition tiendra à nos lecteurs au courant de cette incroyable aventure. Si incroyable qu'elle fût, l'aventure était véridique. Le dénouement d'ailleurs ne devait pas tarder, et le Grand Journal, en même temps qu'il la confirmait dans son édition de midi, annonçait en quelques mots le coup de théâtre qui la terminait. La fin de l'histoire et le commencement des suppositions. Ce matin, à 9h, le docteur Delattre a été ramené devant la porte du numéro 78 de la rue Duret par une automobile qui, aussitôt, s'est éloignée rapidement. Le numéro 78 de la rue Duret n'est autre que la clinique même du docteur Delattre, clinique où chaque matin, il arrive à cette même heure. Quand nous nous sommes présentés, le docteur, qui était en conférence avec le chef de la sûreté, a bien voulu cependant nous recevoir. Tout ce que je puis vous dire, a-t-il répondu, c'est que l'on m'a traité avec les plus grands égards. Mes 3 compagnons sont les gens les plus charmants que je connaisse, d'une politesse exquise, spirituelle et bon causeur, ce qui n'était pas à dédaigner étant donné la longueur du voyage. Combien de temps dura-t-il ? Environ 4 heures. Et le but de ce voyage ? J'ai été conduit auprès d'un malade dont l'état nécessitait une intervention chirurgicale immédiate. Et cette opération a réussi ? Oui, mais les suites sont à craindre. Ici, je répondrai du malade. Là-bas, dans les conditions où il se trouve, de mauvaises conditions ? Oh, exécrable. Une chambre d'auberge et l'impossibilité, pour ainsi dire absolue, de recevoir des soins. Alors qui peut le sauver ? Un miracle. Et puis, sa constitution d'une force exceptionnelle. Et vous ne pouvez pas en dire davantage sur cet étrange client ?
Je ne le puis. D'abord j'ai juré, et ensuite j'ai reçu la somme de 10 000 francs au profit de ma clinique populaire. Si je ne garde pas le silence, cette somme me sera reprise. Allons donc, vous croyez ? Ma foi, oui, je le crois. Tous ces gens-là m'ont l'air extrêmement sérieux. Telles sont les déclarations que nous a faites le docteur. Et nous savons d'autre part que le chef de la sûreté n'est pas encore parvenu à tirer de lui des renseignements plus précis sur l'opération qu'il a pratiquée, sur le malade qu'il a soigné et sur les régions que l'automobile a parcourues. Il semble donc difficile de connaître la vérité. Cette vérité que le rédacteur de l'interview s'avouait impuissant à découvrir, les esprits un peu clairvoyants la devinèrent par un simple rapprochement des faits qui s'étaient passés la veille au château d'Ambrumézy et que tous les journaux rapportaient ce même jour dans leurs moindres détails. Il y avait évidemment là, entre cette disparition d'un cambrioleur blessé et cet enlèvement d'un chirurgien célèbre, une coïncidence dont il fallait tenir compte. L'enquête d'ailleurs démontra la justesse de l'hypothèse. En suivant la piste du pseudo-chauffeur qui s'était enfui sur une bicyclette, on établit qu'il avait gagné la forêt d'Arques, située à une quinzaine de kilomètres, que de là, après avoir jeté sa bicyclette dans un fossé, il s'était rendu au village de Saint-Nicolas, et qu'il avait envoyé une dépêche ainsi conçue, ALN, Bureau 45, Paris, situation désespérée, opération urgente, expédié célébrité par National 14. La preuve était irréfutable. Prévenus, les complices de Paris s'empressaient de prendre leurs dispositions. À 10 heures du soir, ils expédiaient la célébrité par la route nationale numéro 14 qui côtoie la forêt d'Arques et aboutit à Dieppe. Pendant ce temps, à la faveur de l'incendie allumé par elle-même, la bande des cambrioleurs enlevait son chef et le transportait dans une auberge où l'opération avait lieu dès l'arrivée du docteur, vers 2 heures du matin. Là-dessus, aucun doute. À Pontoise, à Gournay, à Forges, l'inspecteur principal Ganimard, envoyé spécialement de Paris avec l'inspecteur Folenfant, constata le passage d'une automobile au cours de la nuit précédente. De même sur la route de Dieppe à Ambrumézy. Et si l'on perdait soudain la trace de la voiture à une demi-lieue environ du château, du moins on nota de nombreux vestiges de pas entre la petite porte du parc et les ruines du cloître. En outre, Ganimard fit remarquer que la serrure de la petite porte avait été forcée. Donc, tout s'expliquait. Restait à déterminer l'auberge dont le docteur avait parlé. Besogne aisée pour un Ganimard, fureteur, patient et vieux routier de police. Le nombre des auberges est limité, et celle-ci, étant donné l'état du blessé, ne pouvait être que dans le voisinage d'Ambrumézy. Ganimard et le brigadier se mirent en campagne. À 500 mètres, à 1000 mètres, à 5000 mètres à la ronde, ils visitèrent et fouillèrent tout ce qui pouvait passer pour une auberge. Mais, contre toute attente, le moribond s'obstina à demeurer invisible. Ganimard s'acharna. Il rentra coucher le soir du samedi au château avec l'intention de faire son enquête personnelle le dimanche. Or, le dimanche matin, il apprit qu'une ronde de gendarmes avait aperçu cette nuit même une silhouette qui se glissait dans le chemin creux à l'extérieur des murs. Était-ce un complice qui revenait aux informations ? Devait-on supposer que le chef de la bande n'avait pas quitté le cloître ou les environs du cloître ? Le soir, Ganimard dirigea ouvertement l'escouade de gendarmes du côté de la ferme et se plaça, lui, ainsi que Folenfant, en dehors des murs, près de la porte. Un peu avant minuit, un individu déboucha du bois, fila entre eux, franchit le seuil de la porte et pénétra dans le parc. Durant 3 heures, ils le virent errer à travers les ruines, se baissant, escaladant les vieux piliers, restant parfois de longues minutes immobile. Puis il se rapprocha de la porte et de nouveau passa entre les 2 inspecteurs. Ganimard lui mit la main au collet tandis que Folenfant le prenait à bras-le-corps. Il ne résista pas et, le plus docilement du monde, se laissa lier les poignets et conduire au château. Mais quand ils voulurent l'interroger, il répondit simplement qu'il ne leur devait aucun compte et qu'il attendrait la venue du juge d'instruction. Alors ils l'attachèrent solidement au pied d'un lit dans une des 2 chambres contiguës qu'ils occupaient. Le lundi matin, à 9 heures, dès l'arrivée de M. Filleul, Ganimard annonça la capture qu'il avait opérée. On fit descendre le prisonnier, c'était Isidore Beautrelet.